13h sur la télévision nationale du Bénin. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel. Mais quel sens revêt cette célébration pour l'Église catholique? Nous avons cherché à savoir. Au palais des gouverneurs, 4 députés sont officiellement installés. Nous allons en parler tout à l'heure avec Guillaume Avienou. En sport, Michel Dussier justifie ses choix. Il a donné une conférence de presse et il a dit qu'il a retenu les meilleurs des meilleurs pour une bonne prestation au pays des pharaons. Merci de nous choisir en ce jour de l'Ascension. Et comme vous le savez aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel. Pour mieux comprendre l'importance et le sens que revêt cette célébration pour l'Église catholique romaine, nous avons interrogé le père Éric Opeicha. On l'écoute. Cette célébration revêt plusieurs sens pour nous chrétiens. D'abord, c'est une joie parce que le Christ est arrivé à la fin de sa mission. C'est comme un soldat qui a vaincu la guerre et qui rentre maintenant à la maison. Et donc nous devons l'accompagner de nos ovations. Deuxième sens, c'est que notre humanité est entrée aussi dans la divinité, dans la gloire de Dieu. Jésus n'a pas laissé son humanité sur la terre. Il est entré au ciel vers Dieu son Père, dans son humanité et dans sa divinité. Donc, troisième sens de cette fête, c'est que Jésus reviendra. Parce qu'il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés à notre histoire. Il est avec nous. Seulement qu'il change de mode de présence. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Christ est toujours avec les chrétiens. Il est toujours avec l'Église. Mais de manière invisible. Le Christ désormais est présent dans les sacrements. Il est présent dans la parole de Dieu que nous écoutons, que nous méditons. Il est présent au milieu de nous quand 2 ou 3 se rassemblent pour prier. Le chrétien est invité à entrer dans la joie du Christ qui monte au ciel. Et pour cela, le chrétien est invité à aller à l'église. Deuxième chose, que chaque chrétien, à la place où il est, réfléchisse pour voir comment, à sa manière, il écrit le livre des Actes des Apôtres. Comment est-ce que lui-même est apôtre du Christ? Comment est-ce qu'il évangélise? Et dernière question, que le chrétien puisse se dire, mais quand le Christ reviendra, est-ce qu'il me trouvera parmi ses disciples pour me prendre avec lui? Ou bien il me trouvera perdu dans les choses mondaines? Parce que le Christ, parce que cette fête nous rappelle que notre destinée n'est pas pour ici-bas. Nous sommes faits pour le ciel. Le Seigneur monte aux cieux au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Le père Éric Opeicha était au micro de Innocentia Aladagbe et de Jules Akoikou. Suite aux actes de vandalisme survenus les 1er 2 mai dernier, plusieurs personnes prises en flagrant délit ont été interpellées par la police. Les faits qui leur sont reprochés sont qualifiés d'infraction au code pénal, au code électoral et à la loi portant code du numérique en République du Bénin. Après l'audience tenue au tribunal de première instance de Cotonou, le procureur de la République fait ici le point. Il est au micro de Rebecca Kenjahoundé et de Calvador Armanou. Le parquet de Cotonou a ouvert des procédures contre une 60aine de personnes. Au fil des investigations, ce qui au début apparaissait comme un mouvement spontané s'est révélé être une action planifiée, concertée et bien coordonnée. Les auteurs des violences se déplaçaient en effet en bande et ne s'attaquaient qu'aux infrastructures et aux personnes précédemment identifiées. Un faisceau d'indices issus des différentes procédures permet d'établir, d'une part, des liens entre les différentes personnes interpellées et d'autre part, entre ces personnes et des commanditaires. Au regard de ces éléments nouveaux,
il est apparu au parquet que la poursuite des mises en cause en flagrant délit et devant des juridictions séparées n'était pas de nature à permettre une bonne administration de la justice. C'est pourquoi, à l'audience des flagrants délits tenue hier, mardi 28 mai 2019, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, sur réquisition du ministère public, le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé le parquet à mieux se pouvoir. Dans la foulée, et en application de l'article 483 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a été saisi de 30 procédures concernant 64 personnes. Le juge d'instruction a inculpé toutes ces personnes des chefs de violence et voies de fait, participation à un attroupement armé, incitation directe à un attroupement armé, entrave à une enquête de police. Puis, il a saisi le juge de liberté et de la détention. Ce dernier juge a placé sous contrôle judiciaire 4 personnes et a placé sous mandat de dépôt 60 autres inculpés. Les informations ouvertes devant un juge d'instruction unique permettront non seulement de sanctionner efficacement les auteurs directs des actes de violence, mais également de rechercher, d'interpeller et de poursuivre devant les juridictions les commanditaires de ces actes. L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau accueille favorablement la main tendue du président Patrice Talon à tous les acteurs politiques pour la construction de la nation. Elle l'a exprimé lors d'un point de presse organisé au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Écoutons la présidente de l'Union, Claudine Afiavi Prudencio. Les prises de position des différentes composantes de la classe politique et des autres corps constitués de notre nation sur la situation témoignent à n'en point douter de l'engagement des uns à éviter au peuple béninois un vide juridique préjudiciable et de la ténacité des autres à contribuer à élargir le cercle du débat démocratique dans notre pays et particulièrement à l'Assemblée nationale. À l'occasion de son message à la nation, le 20 mai dernier, le président de la République a déclaré, je cite, « Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. » Fin de citation. S'étant très tôt engagé comme artisan de la paix, au prix même du sacrifice de nos revendications politiques du moment, eh bien, l'UDBN ne peut qu'apprécier à sa juste valeur cette nouvelle dynamique en accueillant favorablement cette annonce. Le Bénin n'a d'autre choix que d'aller au dialogue pour que plus jamais les valeurs de tolérance, de coexistence pacifique et de consensus qui caractérisent notre label démocratique continuent à prévaloir. Des valeurs martelées en des circonstances les plus solennelles par de grandes figures de l'œuvre de paix à l'image du feu prélat, Monseigneur Isidore de Souza de regrettée mémoire. L'UDBN accepte donc officiellement de prendre part, le moment venu, aux échanges annoncés par le président Patrice Talon et insiste que très vite, les actes soient joints à la parole. Aussi, lançons-nous un vibrant appel à toutes les forces politiques, toutes sensibilités confondues, à toutes les organisations sociales, afin qu'un dialogue franc et sincère s'instaure et se poursuive en vue d'une décrispation définitive du climat socio-politique au Bénin.
Allons à l'Assemblée nationale. Là-bas, 4 députés sont officiellement installés. Le premier après la décision de la Cour constitutionnelle et les autres suite au renoncement assiégé de 3 ministres. Le point de la plénière avec Guillaume Aviello. 3 nouveaux députés, Eric Guidi, suppléant de Charles Gagnon, Étienne Toïban, suppléant du ministre Odwald Omeki, et Alidou Demolé Moko, suppléant du ministre Alassane Seydou, rejoignent le Parlement pour y siéger, les titulaires y ayant renoncé. Aux 3, il faut ajouter Benoît Degla, repêché par la Cour constitutionnelle suite à la décision rendue par la haute juridiction à la suite du recours en invalidation du siège de Marcelin Ourouaka dans la 19e circonscription électorale. Les 4 députés sont officiellement installés dans leurs fonctions à la faveur de la plénière de ce mardi. Une plénière censée aussi connaître de la désignation des députés de la 8e législature au sein des parlements régionaux, le CIP-UEMOA, les parlements panafricains et de la CEDEAO, mais aussi des institutions nationales comme la Haute Cour de justice et la Commission béninoise des droits de l'homme, pour ne citer que celle-ci. Compte tenu de l'importance de ce dossier, le président de séance, après lecture de la correspondance du secrétariat administratif, a affecté le dossier à la commission des lois pour l'étude des modalités de désignation des représentants de l'Assemblée nationale 8e législature au sein de ces parlements régionaux et institutions nationales. Entre-temps, une demande d'étude en procédure d'urgence du dossier émanant d'un groupe de députés est parvenue au président de l'Assemblée nationale. Elle n'avait malheureusement pas été enregistrée au secrétariat avant la reprise de la séance. Une séance qui a été à nouveau suspendue pour reprendre le vendredi prochain. Et on reste à l'Assemblée nationale pour vous dire que le président Louis Vlavonou a reçu en audience dans l'après-midi de ce lundi à Porto Novo une délégation du réseau des journalistes accrédités au Parlement. Les membres de ce réseau sont allés se présenter au nouveau président de l'institution. Je vous propose d'écouter le vice-président du réseau, Toby Pierre Aronso. Le réseau a été agréablement surpris par la promptitude par laquelle le président de l'Assemblée nationale nous a reçus en audience, et nous comptons parmi les toutes premières personnes qu'il a reçues en audience pour discuter des questions liées à la vie parlementaire, parce que les journalistes parlementaires, ils ont pratiquement le même calendrier que les députés. Et il est tout à fait normal que le président de l'Assemblée nationale se préoccupe de nos difficultés. Donc nous avions exposé à son Excellence nos préoccupations. Ça a été des échanges très fructueux. Nous sommes des journalistes. Ce que la 8e législature peut attendre de nous, c'est de reporter les faits objectivement, et ils peuvent être rassurés que les journalistes accrédités au Parlement sont des journalistes professionnels et qu'il n'y aura pas de dérapage, il n'y aura pas de diffamation et que nous ferons notre travail de façon irréprochable. Ils connaissent enfin leur positionnement sur la liste des élections au poste de conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 12 candidats en compétition, mais seulement 3 pourront représenter les hommes des médias dans cette instance. Retour donc sur les images de cette cérémonie avec Assel Dansi et Ben Oljogbe. Ils sont déjà fixés. Les candidats aux élections au poste de conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication connaissent déjà leur position sur le bulletin unique après tirage au sort. 12 candidats dans 3 catégories différentes en compétition, mais seulement 3 vont siéger en tant que conseillers dans cette instance de régulation des médias pour ainsi représenter les professionnels des médias, de la presse écrite, radio-télé et des techniciens. Après le tirage au sort, nous avons le candidat Franck Pochemin qui occupera la première place. Guy Constant Oumi, deuxième place. Brice Ogoubiyi, troisième place. Basile Thibozo, quatrième place. Ça, c'est au niveau de la presse écrite. Au niveau de l'audiovisuel, on a Madame Attignon qui occupe la première place.
M. Ile Nar, 2e place, et M. Oussou, 3e place. Au niveau des techniciens, nous avons Madame Cécile Aoumenou qui occupe la 1re place, Madame Sophie Atale, 2e place, M. Honoré Atoum, 3e place, M. Gervais Zossou, 4e place, et M. Bernard Bonou, 5e place. 4 candidats dans la catégorie presse écrite, 3 dans la catégorie audiovisuelle et 5 dans la catégorie technique. Chacun d'eux, grâce à son projet, devra convaincre les professionnels des médias au cours de cette campagne qui a démarré ce mercredi afin d'espérer avoir une place dans cette instance de régulation des médias. Les écureuils du Bénin seront bel et bien présents à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La liste des joueurs est déjà connue. Michel Dussuet a justifié donc ses choix. Il a donné un point de presse et pour lui, il a dit tout simplement qu'il a choisi les meilleurs des meilleurs pour donc une bonne prestation au pays des pharaons. Regardez. Moi je compte, ce sont des joueurs de qualité. Des joueurs de qualité pour aller le plus loin possible. 24 heures après la publication de la liste des guerriers, voilà Michel Dussuet, défenseur de ses choix devant les caméras de la presse sportive nationale. Si les choix au milieu du terrain ne souffrent d'aucune contestation, ceux opérés dans les autres compartiments du jeu méritent d'être élucidés. Si un joueur doit venir aujourd'hui compléter ou venir être sélectionné dans le groupe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au-dessus de ceux que nous avons, quoi. Pour moi, nous avons 2 bons gardiens. Après, concernant le poste de 3e gardien, j'ai dans la tête toujours d'essayer de regarder un peu demain et de faire appel à un gardien peut-être un petit peu plus jeune qui puisse prendre de l'expérience. Je connais Nabil, je sais que c'est un joueur d'un bon niveau. Mais je pense que les 2 autres sont au-dessus de lui, sinon j'aurais fait appel à lui. Et concernant Moïse Adiléou, c'est un joueur qui a ses qualités et ses défauts, comme tout un chacun, quoi. Junior Salomon, de par son expérience, de par son vécu aussi sur une compétition comme ça, peut s'intégrer plus facilement si on fait appel à lui, quoi. Le potentiel des attaquants, c'est un secteur de jeu chez nous qui est un peu concurrentiel. C'était déjà difficile pour moi d'écarter des attaquants. Et j'étais obligé d'écarter des attaquants. Il ne reste que Djigla et Dossou. Or, je pense à mon sens que vous oubliez Soukou et vous oubliez Segbe Azanko. Donc, les postes sont doublés. Pour les 2 postes, tous les postes sont doublés. Et dans ma tête, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va être dans le confort. Que Yannick a fini son championnat le 26 avril. Et qu'il est parti tout de suite en vacances, c'est-à-dire que le club n'a pas continué des séances d'entraînement. Donc c'est aussi quelque chose qui n'a pas plaidé en sa faveur au moment du choix. Tout en jaugeant la carte de visite des adversaires, le patron de l'encadrement technique rappelle les objectifs de Ismaïlia. Il y a 2 équipes que je connais bien, c'est le Ghana et le Cameroun. Après la Guinée-Bissau, j'avoue que je la connais moins bien, je ne l'ai jamais affrontée, mais je l'ai vu jouer lors de la CAN précédente. Et c'est une équipe qui a développé beaucoup de valeurs collectives. Donc pour moi, le premier objectif, c'est de gagner un match, puisque jusqu'à présent, le Bénin n'a jamais gagné un match en phase finale. L'objectif, si on gagne un match, déjà, on va se rapprocher du 2e objectif, qui est celui de se qualifier pour les 8e de finale. En attendant le stage de préparation bloqué au Maroc, les 23 écureuils foulent déjà le sol béninois. Place à présent aux choses sérieuses. On va maintenant à Banikwara, plus de 120 millions de francs CFA. C'est le coût cumulé de 2 ouvrages de franchissement. La mairie de Banikwara, avec l'appui de ses partenaires, met fin aux peines des populations de ces localités difficiles d'accès. En période pluvieuse, c'est le maire Bio Sarakotamou qui a procédé à la mise en service officielle des 10 ouvrages. Judika Elaïna et Aziza Lagbe. 2 nouveaux ponts viennent rallonger la liste de ce type d'ouvrage à l'actif de la mairie de Banikwara. Le premier à Funungo, long d'une centaine de mètres sur les eaux du barrage de Dagourou, met fin à plusieurs années de calvaire et de sinistres. Aujourd'hui, on a œuvré et le gouvernement nous a aidés.
finalement aujourd'hui le passage serait très correct. Donc ça, il n'aura plus encore mort d'homme. Sinon la voie là, les gens mourraient dedans. 90 millions de francs CFA, c'est le coût de l'infrastructure financée par le Fonds national pour l'environnement et le climat à travers le projet local et le FADEC non affecté 2017. Un barrage pont, on a 19 ouvertures, des dallots de largeur 200 et de hauteur 1 mètre qui sont repartis en 3 dallots quadruples, en 1 dallot triple et en 2 dallots doubles. En dehors de ça, de part et d'autre des talus, nous avons fait des protections en béton armé. Et au niveau de la chaussée de circulation, nous avons fait le pavage. Ce projet nous a permis de curer la retenue d'eau pour augmenter la capacité de rétention d'eau afin de permettre aux populations de mener des activités de maraîchage et également de permettre l'abreuvage des animaux. Le projet est constitué également de successions de ponts qui permettent de faciliter la mobilité des populations et l'évacuation des produits agricoles. C'est un objectif du conseil communal qui a été atteint, celui de créer de meilleures conditions de vie aux populations de Banikwara. À Pogou, une localité de l'arrondissement de Gomparou, le second ouvrage financé à plus de 30 millions de francs CFA soulage également les peines des administrés. Il y a un village qui s'appelle Pogou. Il y a des élèves là-bas pleins. Dès qu'il pleut, il n'y a pas de classe chez eux parce qu'ils ne peuvent plus traverser. Ou bien des fois, si la pluie les surprend là-bas la nuit, l'eau a souvent failli emporter ces élèves. La pérennisation de ces œuvres dépendra du degré de citoyenneté des populations, a fait comprendre le maire Tamoubio Sarako. Du 28 au 29 mai 2019, les agents de l'Office national du bois étaient à Boïcon. Ils ont procédé à la revue à fin mars du plan de travail annuel de leur structure. À l'occasion, le directeur général a remis des lettres de félicitations aux responsables techniques pour leur performance au cours de l'année écoulée. On fait le point avec Igor Ayosso et Christian Ganjo. L'exercice qui réunit ces cadres de l'Office national du bois est l'une des exigences de la gestion axée sur les résultats. Il est d'abord question de faire le point de la mise en œuvre du plan de travail de l'année écoulée. Au titre des efforts consentis par l'ensemble des directions, l'Office dont j'ai la charge a pu atteindre un taux de réalisation physique de 91% de son PTA à décembre 2018. Dont la synthèse se résume ainsi que suit. Le reboisement de 539 hectares sur tous les sites. La réussite de la protection des plantations contre les incendies de végétation et les coupes frauduleuses au niveau de toutes les forêts de l'Olame. L'appui considérable aux communes riveraines des forêts sous gestion de l'Olame, à savoir Zé, Zoboudomé, Dija, Basila, Ketou, Sazoumé, Bonou et Tofo, à travers la construction de hangars dans plusieurs marchés, de modules de classe dans certaines écoles et collèges, de salles de réunion, de fabrication de mobilier, tables et bancs, au profit des écoles. Ces différentes performances sont en partie dues à une réforme majeure intervenue dans la gouvernance des entreprises publiques depuis 2016 grâce au chef de l'État. Il s'agit de l'élaboration et de la signature des contrats d'objectifs entre le gouvernement et les directeurs généraux des entreprises publiques et déclinés par la suite entre les directeurs généraux et leurs collaborateurs, directeurs techniques, jusqu'au dernier agent au sein de l'entreprise. Toutefois, pour le compte des 3 premiers mois de cette année, il y a encore du travail à faire. Les résultats obtenus à l'issue du premier trimestre 2019 révèlent que les activités programmées ont été dans leur ensemble réalisées à un taux de 18,25% contre une prévision de 25% pour le trimestre.
Ceci dénote de la nécessité de doubler d'efforts à tous les niveaux pour atteindre et dépasser les performances enregistrées au cours de l'année 2018. En attendant, il faut bien reconnaître les performances réalisées en 2018. C'est pour cela que le directeur général de l'ONAB a remis des distinctions aux 3 directeurs techniques de l'institution. Chacun d'eux a pris l'engagement de travailler à l'atteinte des objectifs, lesquels sont consignés dans des contrats que Daouda Takbara a signés officiellement, séance tenante, avant de les remettre aux cadres concernés. La République bolivarienne du Venezuela exige la levée immédiate des blocus contre son pays par les États-Unis d'Amérique et le Canada à l'occasion d'une campagne mondiale en soutien au peuple vénézuélien. L'ambassadrice de ce pays près le Bénin a donné un point de presse à Cotonou. Écoutons la substance de son message au micro de Jérôme Rumbo et de Amitié Saguidi. Venezuela, un país de paix. Venezuela ne se veut pas la guerre. Les États-Unis commettent crimes contre l'humanité, contre la population du Venezuela. Por conséquence, nous demandons à los gouvernements des États-Unis, du Canada, Angleterre, de bloquer le Venezuela immédiatement. Respecter les droits fondamentaux del peuple vénézuélien à la autodétermination et au développement économique et social du Venezuela. Respecter les principes et règles fondamentales du droit international, en particulier la Charte des Nations Unies. Nous demandons au Conseil des droits de l'homme et la haute commissionnaire aux droits de la ONU déclarer que las mesures coercitives unilatérales imposées al peuple vénézuélien constituent une violation massive de leurs droits fondamentaux et l'application intentionnelle de souffrances qui menacent leur vie, leur santé et leur intégrité de los vénézuéliens. Condamnons fermement les blocages économiques, financiers et commerciaux contre le Venezuela en tant que crime contre l'humanité, contraire à l'ordre international et à la Charte des Nations Unies. C'est la fin de ce journal. Nous souhaitons une bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens.